de Madagascar, des scientifiques venus du monde entier s'apprêtent à explorer une des dernières zones vierges de la planète, le massif du Macaï. Emmenés par le jeune explorateur Evrard Vandenboom, ils vont étudier durant 6 semaines cette nature exceptionnelle. Dans le Macaï, la vie s'est adaptée dans des refuges inattendus, à résister à la sécheresse, aux assauts des hommes et à la pauvreté des sols. Elle s'est développée dans des vallées en autarcie totale pendant des millions d'années. Les chercheurs ont pour mission de dresser un inventaire de toutes les espèces animales et végétales qu'abrite le Macaï. Mais ils rêvent surtout d'en découvrir de nouvelles et de faire avancer la recherche scientifique. Ils vont parcourir ce massif inconnu sans cesser de s'interroger. Pourquoi les hommes craignent-ils cette région? Pourquoi exercent-elles chez eux une telle fascination? Quel mystère ou quel danger se cache dans ces canyons profonds? Pour Evrard et les scientifiques de son expédition, c'est le début d'une grande aventure humaine qui permettra peut-être de révéler au monde les secrets de cette terre oubliée. L'écologue français Tanguy Dauphren cherchera des poissons endémiques. Le biologiste Vincent Brier est spécialiste des chauves-souris. Le primatologue allemand Rainer Dolch espère trouver de nouveaux lémuriens et son collègue américain Ed Lewis étudiera leur ADN. Pour la jeune herpétologue Élodie Courtois, ce sera la première mission sur le terrain. Mission dangereuse pour le Sud-Africain Vince Schacks, spécialiste des crocodiles. La Belge Anne Laudissois travaillera sur les parasites qui transmettent des maladies graves. Le Français Éric Gontier mènera une enquête archéologique. Et l'Américain Brian Fisher étudiera les insectes. À l'image des grandes explorations d'autrefois, Evrard et l'équipe de scientifiques partent à la découverte d'une terre nouvelle. Madagascar est la 5e plus grande île du monde. Le massif du Macaï est un territoire d'environ 4000 km² situé au centre-ouest de l'île Rouge. Le point de départ de l'expédition sera le village de Tsivouk. C'est la dernière zone habitée avant l'entrée dans le massif. Ici, les hommes devront abandonner leurs véhicules et poursuivre leur route à pied avec plusieurs tonnes de matériel à déplacer. C'est maintenant que l'aventure commence. L'expédition repose entièrement sur les épaules d'Evrard. Cela fait plusieurs années qu'il consacre sa vie à ce projet. Bon, premier journal d'une expédition, d'un gros projet. On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai la chair de poule là. Donc c'est bête hein, d'avoir la chair de poule en regardant une caméra, mais je suis content. Et puis il faut que ça marche parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Et puis pour le Macaï surtout. Pour ces petits animaux qui m'ont fait pleurer la dernière fois, pour ces plantes qui disparaissent, pour ce petit Éden là qu'il faut protéger. C'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche, tout ce projet. Nous, on ne s'aventure jamais dans le massif. On n'aime pas les esprits qui rôdent là-bas. On n'a jamais été voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Ce sera pas facile de trouver des porteurs pour vous accompagner. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver 80 personnes ici, dans le village? 80 personnes pour venir avec nous jusqu'au camp de base.
Un peu tout. Jusqu'au camp de base, pas plus loin. Ok. Nous partons pour 1 mois et demi en autonomie complète. Les porteurs refusent d'entrer dans le cœur du Mackay. Ils évoquent des histoires d'esprits malfaisants se cachant dans les ombres de la vallée, de crocodiles géants et de canyons mortels. Ils s'arrêteront donc à l'entrée du massif, à 8 heures de marche du village. Pas de sentier, la végétation est trop dense. La seule issue pour progresser est de suivre le lit des rivières. Entre forêts luxuriantes et sable mouvant, la marche est épuisante. Découvrir un monde que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais étudié, jamais exploré. Partout où on va mettre le pied, on sera les premiers à mettre le pied. C'est simple. C'est comme si on allait sur la Lune, sauf que c'est beaucoup moins loin. Mais on va tout découvrir là. Si les découvertes sont à la hauteur de leurs espérances, Evrard tentera de convaincre les autorités locales de faire du Mackay une zone protégée. Donc dans cette forêt, il y a une rivière qui part par là, qui est la Menampanda, qui est donc la rivière principale, qui remonte, et puis qui se sépare en plein de branches, un peu plus haut. Ça va être vraiment le terrain de jeu là. Il y a tout à découvrir, tout à explorer, et pour tout le monde, hein, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a un problème majeur, c'est les orages. Non mais c'est vrai. C'est que là on est dans un bassin versant, et donc s'il pleut très fort sur le plateau qui est là-haut, qui s'appelle Vohibé Mackay, cette rivière-là, elle gonfle très vite, celle-là aussi. Donc ne soyez plus dans les canyons au-delà de 16 heures, voire même, si le temps est couvert, voire même 15 heures. Quoi. En général, il se met à pleuvoir un petit peu dans ces eaux-là. Brian Fisher n'a pas attendu la fin du briefing pour se mettre au travail. Il veut à tout prix trouver de nouvelles espèces. Regardez. On a quelque chose là. Une araignée. Ah, c'est une jolie espèce. Et ça, c'est un scarabée qui pue. Ah, ça sent très mauvais. Et regardez, le mini scorpion. Ah, il est beau, non? Il y a tout ce qu'il faut ici. Si ça continue, on va pas quitter le camp. Tout est là, en fait. Au début, tu ne vois rien. En arrivant, tes yeux sont encore habitués à la ville. Ils sont habitués aux voitures qui vont dans tous les sens. Et c'est comme si on n'arrivait pas à percevoir tous ces détails. Mais plus on se pose, plus on prend le temps d'observer, plus tout ça se révèle en quelque sorte. Et c'est là que je me sens le plus vivant. Dans un sens, c'est cette simplicité de la vie qui rend tout beaucoup plus riche ici. Voici le piège. Les insectes volent, ils ne voient pas ce qui est sombre, ils vont vers ce qui est clair. Ils ne voient pas ça, puis ils montent par là et ils tombent dans le récipient. Dès les premiers jours de l'expédition, les chercheurs étudient les différentes espèces présentes autour du campement. Certains restent de longs moments en observation. D'autres entreprennent de capturer des animaux pour faire des prélèvements d'ADN. C'est le cas de Vincent Prier. Il a pour mission de faire l'inventaire des chauves-souris présentes dans la région. Anne Lodissois pose des pièges afin de capturer de petits rongeurs.
Elles cherchent dans leurs poils des puces, des poux et des tiques qui transmettent des maladies graves, dont la peste bubonique, qui fait des ravages dans le nord de Madagascar. Ah ouais, c'est pas super efficace. Heureusement qu'il n'y a pas de fourmis en tout cas. Hop là. Voilà. Là on est beaucoup mieux. Hop. Voilà. On pourrait avoir des microcèpes qui sont des petits lémuriens. On pourrait avoir des élurus qui sont des petites souris qui rentreront, enfin qui déclencheraient. Quand tu vois le climat ici, tu te dis vite que t'as pas envie de sortir la journée. Il fait tellement chaud que tu comprends qu'elles sortent pour la plupart toute la nuit, quoi. Et ce que je peux faire comme nec plus ultra du self-service, c'est que là j'ai des bananes séchées. Je lui mets sur un petit bâton, tu vois, comme ça, il est obligé d'aller les chercher jusque là. Les membres de l'expédition passent chacune de leurs soirées à analyser les découvertes du jour. Après le repas du soir, le campement se transforme en laboratoire où toutes les disciplines se rencontrent et partagent leurs expériences. À sa grande surprise, après le dîner, Vincent découvre plusieurs dizaines de chauves-souris de la même espèce prises dans son filet. Il n'avait besoin que d'un seul animal pour l'observer et prélever un échantillon d'ADN. Il faudra passer plusieurs heures à libérer les petites bêtes des mailles des filets. Allez, zézette. Oh, elle a un insecte dans la gueule, celle-ci. Elles étaient en train de manger. Vincent, t'as le ciseau? Il Non, y en a une c'est qui a un tendu. truc autour du cou là. Ouais, mais ça. Je suis très inquiète. Ouais. Ok, c'est bon, pas besoin du ciseau. J'ai trouvé la sortie. Mops, non Mopterus. Mops. C'est une Allez, espèce qui Vincent, n'a Vincent. aucun intérêt d'ailleurs. Elle est là. Bah laisse-la barrer, laisse-la se Ouais. barrer. Ouais, T'as laisse-la pas peur s'envoler qu'elle de toi. reparte? Mais non, mais attends, non. Elle part toute dans l'eau. Il Ah paraît bah. qu'elle nage bien. Va la poser sur un arbre. Oh, Elodie. Quoi? Un énorme caméléon. C'est pas vrai. Non, 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 non. Oh mon Dieu. Oh, regarde. Regarde ça. Où est-ce qu'il est parti? Ah, il est là. Ah punaise, ouais, ça a une tête délirante. Waouh. C'est sympa, hein. Oh, génial. T'as le museau. Hybride entre un cochon et... En fait, ça fait partie des espèces qui émettent les ultrasons par le nez. D'accord, Donc du coup, elles ont tout un petit système pour focaliser, quoi. d'accord. Les oreilles de cochon. Elle a une tête Ah, délirante. c'est mythique, quoi. Génial. Avant-bras, 87. C'est monstrueux, quoi. Un petit prélèvement de tissu.
Et on la relâche. En fait, ça cicatrise super vite. Ah ouais? C'est pour ça qu'on le fait là. D'accord. Et ça la gêne pas et ça Ouais, ça handicape pas le vol et ça cicatrise vite. Donc, Tu as regardé si elle avait des puces? Ah ouais, non, tiens, j'ai zappé ça. Tu peux souffler sur le dos, ça te dérange pas? Moi, non. Elle, je sais pas. Mais non, mais attends, qu'est-ce que tu cherches? Elles sont propres, mes chauves-souris. Être le premier à venir faire des chauves-souris ici sur le Macaï, c'est déjà super trippant. Il y a plein d'aventures derrière, il y a plein de rêves. Il y a plein de rêves. On la relâche? Allez. Il y a tout un univers un peu mystérieux autour de la chauve-souris et puis qui revient en force finalement quand on est tout seul le soir devant ses filets. À attendre qu'il se passe quelque chose. On n'entend pas les bêtes arriver. Régulièrement, on va dans le filet, puis paf, il y a 70 bêtes dans le filet. Et là, c'est là. Vincent passera la nuit au sommet d'un grand arbre pour observer la vie nocturne des chauves-souris. Il n'y a plus qu'à attendre. Je pense avoir trouvé des tombes cachées dans la montagne. À l'aube du 3e jour de l'expédition, nous partons les explorer avec l'archéologue Éric Gontier. S'il s'agit bien de tombes, cela signifie que des hommes auraient parcouru ces canyons autrefois. Alors pourquoi le massif du Macaï effraie-t-il tant les habitants de la région? Avant la colonisation, l'île était divisée en royaumes rivaux. Chaque ethnie était historiquement attachée à un territoire. Autrefois, les villages qui entouraient le Macaï étaient peuplés de sacs à lave. Ceux-ci furent chassés au courant du siècle dernier par les Bars, qui habitent toujours la région. Ah, ça, c'est beau, ça! Magnifique. La classe. Ça, c'est du paysage. Là, on a gagné la journée, là. Magnifique. Puis il fait bon, hein. Ah, j'ai jamais vu ça, dis donc. Inquiet d'approcher la mort de si près, notre guide s'adresse aux esprits pour s'excuser de troubler leur repos. Mangato che sei passi allora maluto. Fa annenti. Ma mangato che sembra utaina reu. Mangato che sei tu. Mi ho rotto puntani. Sei ok? Pose ton genou. Voilà, on la pose. Oh, elle est belle cette pierre. Belle pierre. Hey. Waouh, excellent. Alors, magnifique, elle est où? Alors. Qu'est-ce qui se passe? Il est en très bon état, hein. C'est surprenant. Hein. Alors, je vais regarder le crâne. On va voir un peu l'état des dents. Bon, ça, ce sont des dents un peu usées. Une légère petite carie, là, très légère. Mais les dents sont extrêmement saines. Donc, ce sont des gens qui mangent bien. Ça, c'est des gens de à peu près 35, 40 ans, tu vois, à peu près. On peut peut-être regarder le crâne aussi. Ah, et toutes les araignées, la terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous sommes confirmés qu'on a affaire à une femme. Je le remets dans son lieu de repos. Ouais, c'est une femme. Et les deux bijoux qui sont là aussi. Ah, c'est joli. Ah oui. Ça, c'est de la belle bijouterie. Ouais, tu vois, regarde, elles sont vraiment parfaitement symétriques. Tant en longueur que... Regarde, ça correspond exactement. Oh, c'est fantastique. C'est du vrai travail de bijoutier. Vraiment un travail professionnel, tu vois. Ça, c'est remarquable. J'irais bien voir au fond là-haut là. Où ça? Parce que... Où je suis? Je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a un trou qu'on peut voir au fond là. Là-haut? Ouais. Ah, et il y a des os là derrière. Non, arrête, c'est pas vrai.
Des os derrière? Ouais, des os un peu longs. Il y en a combien? Pour l'instant, j'en vois 2. Alors, pour moi, le corps, il est comme ça. Ah! Il est allongé de cette manière-là? Ouais. Ben, ça veut dire qu'il est parallèle à celui que nous avons avec nous. Ah d'accord, ok. Là, on peut confirmer qu'on a affaire à une tombe Sakalaf et non pas une tombe Bar. Si notre découverte est véritablement une tombe Sakalave, cela expliquerait l'inquiétude des porteurs à l'idée de pénétrer dans le massif. Ils craignent les esprits des peuples Sakalaves qu'ils ont chassés au siècle dernier. Ces lieux sont presque inaccessibles, mais disposent d'une vue exceptionnelle. Sans doute les Sakalaves ont-ils enterré leurs morts en altitude pour leur permettre de veiller sur le monde des vivants. À côté du campement, Anne a capturé un gros rat. Elle redoute d'y trouver des parasites porteurs de la peste bubonique. Ils sont assez impressionnants quand même au niveau de la taille. On va regarder s'il a des puces. Hein. Voilà, un beau ratus. Bonjour. Des grands yeux, des grandes oreilles. Ouais, des grandes pattes arrière. Oui, mais t'inquiète pas, je vais te relâcher. Oh, il y en a un. Yes, il a des puces. Ouais, j'ai vu. Excellent. Oh. Ouais. Les parasites que les rongeurs portent sont vecteurs, donc ils transmettent des maladies. Comment ça se passe? Bien, si un rat est malade de la peste, les puces vont sucer le sang de ce rat où circule la bactérie. Donc une fois que le sang ne circule plus quand l'animal meurt, elles vont quitter le corps de l'animal qui est mort et elles vont essayer de trouver un autre hôte. Et si le premier animal à sang chaud qui passe est un homme, la puce va sauter sur l'homme et transmettre la maladie à l'homme. Donc dans des efforts de conservation, il n'y a pas seulement l'habitat, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas en fait, les virus et les bactéries qui pourraient aussi être responsables de certaines mortalités comme Ebola par exemple, qui a tué énormément de gorilles en Afrique centrale très récemment. Alors que c'est sa première mission sur le terrain, Élodie Courtois revient chaque jour au campement avec de nouveaux spécimens. Elle vient de capturer un boa. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. 113 cm. 113 cm. C'est pas trop mal. Sa présence dans le Macaï intrigue les chercheurs. Comment expliquer que ces serpents, initialement originaires d'Amérique du Sud, soient présents à Madagascar et non en Afrique? Celui-là, il y a 2 espèces. Colubrinus et meridionalis. Vivant depuis 20 ans à Madagascar, Louise connaît parfaitement la faune de l'île et ses conseils sont précieux. Mais il reste avant tout un spécialiste des lémuriens. Les lémuriens sont les animaux emblématiques de Madagascar. Le terme lémurien vient du mot de la Rome antique signifiant fantôme. Cette origine fut certainement inspirée par leurs cris perçants et leurs yeux oranges. Pour les localiser, les scientifiques sont guidés par leurs cris, leurs excréments ou leurs restes de nourriture. Tu vois ce morceau de bambou? Ils enlèvent ça et ils mangent que ça. Un petit bout de la pointe. Ils enlèvent encore ça et ils le mangent. C'est la partie la plus tendre. Il y a encore de la nourriture? Elle est fraîche? Oui. Oh oui, elle est fraîche. Et ça date de quand, tu crois? Hier soir ou ce matin. Alors on les a pas vus physiquement, mais ils sont bien là. Et ils sont passés récemment. Tu l'as vu? Oui, je crois que oui. Tu peux l'atteindre?
Le but d'Ed et de son équipe est de prélever des échantillons génétiques sur les lémuriens pour établir une carte de répartition géographique de ces petits primates. Ils les capturent à l'aide d'un fusil anesthésiant. Tu l'as eu? Oui, là-bas, là-bas. La tâche la plus délicate est d'attraper l'animal 30 secondes après avoir envoyé la flèche, sans qu'il ne se blesse en tombant. Il s'en va par là. Il est où, là? Ah, il est là. Ouvrez. Ouvrez le filet. Vite, vite. Attention. Voilà, 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 voilà. Bien joué. Bien joué. Ah oui. C'est du bon boulot, là. C'est une femelle. Elle va bien. Et maintenant, c'est à moi de travailler. Quand l'animal est endormi, Ed l'ausculte afin de vérifier son état de santé. Et elle est gentille? Oui. Pas trop apeurée? Elle commence à se réveiller, donc elle s'agite comme elle. Il l'a ramené, il l'a analysé là-bas? Non, il va le faire. Il va le faire maintenant. J'en ai déjà quelques-unes, donc on peut la laisser tranquille maintenant. Il y a quelques poules là et des larves de puces ici. On analysera ça plus tard. Thank you. La priorité pour nous, c'est toujours la sécurité des animaux. Chaque animal qu'on voit à Madagascar est en danger critique. La forêt disparaît, l'habitat disparaît. Et donc, quand on immobilise un lémurien, on va faire le maximum pour s'assurer que ce lémurien retourne à la forêt. Une semaine s'est déjà écoulée depuis le début de la mission. Ce matin, je pars rejoindre l'équipe archéologique qui vient de découvrir une nouvelle grotte. Ça, c'est très très archaïque. Oh, on peut ouvrir, tu crois? Ça, c'est un mortier, ça. Oh non. Oh, ah, je crois pas. Oh là là, il y en a deux. Il y a des sarcophages. Incroyable, hein? Ouais. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Au moment où j'entre dans le tombeau, le vent se lève et les éléments se déchaînent. Il y a une différence entre les deux, non? Oui, il y en a un ils ont les mêmes sculptures à peu près, les mêmes dessins. Par contre, il y en a un qui est peint en bleu. Ah, ça c'est important. Et l'autre pas. Et par contre, l'autre, il a des sculptures sur l'arête fêtière. Là, il y a un zébu, il y a deux zébus, deux maisons, un vase. Le plus gros, lequel est-ce? C'est celui qui est en bleu. D'accord. Eh ben, c'est une tombe de roi. Ah. C'est une tombe de roi. Et probablement à gauche, là où tu vois le zébu, tout ça, ça indique qu'en fait, il y a des biens matériels à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, il nous montre son patrimoine, quoi. Il part avec son patrimoine. C'est l'ensemble de son patrimoine.
D'accord. Il y a des zébus pour dire qu'il avait plein de zébus. Voilà, ça symbolise sa maison, tous les biens qu'il possédait. Ouais. C'est impressionnant de voir ça. Ça, je fais quelques photos, hein. Oui, fais des photos. Essaie de prendre le maximum de choses qu'on puisse analyser avec la photo. C'est quand même un peu flippant. Il s'agit une nouvelle fois d'une tombe sac à lave, car eux seuls utilisaient des sarcophages. J'ai envie de l'ouvrir, mais en même temps, pas très à l'aise. On a affaire là à quelque chose qui a, je pense, largement plus d'un siècle. Il n'y a pas un clou métallique, il n'y a rien. Tout est du bois ajusté, c'est absolument génial. Là, on a un site archéologique de très grande importance. Ils sont la tête au nord, les pieds au sud, très exactement. Eric? JP? Putain, ils se sont barrés, les salauds. Ils se sont barrés, les salauds. Bloqués par la tempête, Évrard, Eric et leur guide doivent passer la nuit dans une grotte sans eau ni nourriture. T'as pas entendu quand on est parti? On t'a appelé. Tu parles, tu m'as appelé. Bah, si, t'es au fond du trou, t'as rien entendu. Hein. Ah, évidemment. Si je m'étais attendu à ça, les deux cercueils, c'était incroyable. Hein. Tiens, une visite d'un chiroptère. Ouais. Mais c'est marrant quand même de sortir d'un tombeau avec des sarcophages, d'avoir les éléments qui s'énervent autour, c'est quand même assez... Ouais, mais là, ça réveille la mythologie, t'imagines? Ouais. Ça crée des histoires. T'as faim, toi? J'ai faim? Bah ouais. Tu veux dormir là, toi? Ouais. Et c'est parti. Au petit matin, Évrard quitte l'équipe archéologique, trop impatient de trouver d'autres zones à explorer. Le Macaï regorge de vallées verdoyantes, toutes plus isolées et plus belles les unes que les autres. Chacune d'elles semble être la promesse d'une aventure. C'est quoi le truc là? Tu vois rien dans le lac? Une espèce de truc qui flotte là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un croco. Oh, génial. Ouais, c'est un croco. Vince Shax et Richard Boltard étudient les crocodiles du sud de l'Afrique depuis de nombreuses années. Ils vont devoir capturer un spécimen afin de faire des prélèvements. Une fois qu'on l'aura sorti de l'eau, le collet sera toujours autour du cou. Si c'est un grand, il va se sentir coincé. Et il faut faire attention, surtout s'il y a un arbre à proximité. Ce qu'il fait souvent, c'est qu'il tape sa queue. Il sent la présence de l'arbre.
et il s'accroche avec sa queue. Ça lui donne de la force. Donc il faut s'assurer que la queue reste droite. Si tu sens qu'il prend de la puissance, regarde derrière, c'est dangereux. Tanguy Dauphren, qui arpente le Macaï à la recherche de poissons, a repéré un crocodile. Il guide Vince et son ami vers le lit de la rivière. Le terrain n'est pas favorable aux techniques d'approche. Mais sûrs de leur expérience, Vince et Richard sont prêts à relever le défi. On avançait en amont, Jean était là, et moi, j'allais par là. Et je l'ai vu là-bas. Tu vois les roseaux? Et à la base des roseaux, il y a un petit banc de sable. Il marchait dessus. Et puis, il a foncé directement dans l'eau. Il était à une dizaine de mètres de là où nous sommes actuellement. L'eau est montée pendant la nuit et a recouvert les berges, effaçant les traces des crocodiles. Si en saison sèche, ce reptile est capable de ne pas manger pendant des mois, le début de la saison des pluies est en revanche une période plus propice à la chasse. Alors l'animal peut devenir dangereux pour l'homme. Malgré l'expérience de Vince, impossible de déceler la présence du crocodile. Les gars, je pense qu'il ne faut pas continuer. L'eau est un peu trop profonde. Et je m'inquiète un peu là. Vous voyez, il y a trop d'eau et on ne contrôle rien. Je crois qu'on devrait faire marche arrière et retourner vers la rivière. L'expédition dans la rivière devenant trop dangereuse, Evrard mène Vince au canyon où il avait la veille découvert un crocodile. L'espoir renaît, mais ils devront faire face à une nouvelle difficulté. Ce lac semble inaccessible. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. C'est magnifique. Tu vas aller dans l'eau? Il nous faut un bateau. Descendre avec un bateau? Oui, il faut un bateau. Il faut qu'on descende avec un bateau, il faut l'amener en bas. Une fois qu'on aura le bateau en bas, on aura fait le plus dur, je pense. Ouais, vaut mieux que tu le tires vers toi, ouais. Ouais. Le problème, c'est qu'apparemment, une bonne partie de la végétation est flottante. Il y a des chances qu'il passe en dessous. Le Macaï pourrait abriter une nouvelle espèce de crocodile, ou être le dernier refuge d'une espèce endémique de Madagascar, éliminée par l'homme il y a plusieurs centaines d'années. On ne connaît son existence que sous forme fossile. C'est un crocodile adulte, et nous sommes dans un bateau gonflable. Donc, je le vois bien nous traîner dans tous les sens. Donc, vous savez, on ne va pas pouvoir maîtriser les mouvements du crocodile, ni les nôtres, de toute façon, donc... Le temps est limité dans une expédition comme celle-ci, donc il faut vraiment agir vite et prendre les échantillons aussi rapidement que possible. Et c'est ce qu'on va faire. C'est très excitant.
Après 2 journées de recherche vaines, Vince revient à sa technique favorite, la capture de nuit. Du haut de la falaise, il balaye le lac à l'aide d'un puissant projecteur. Si le faisceau lumineux capte les yeux rouges d'un crocodile, celui-ci s'immobilise, ébloui. Il devient alors plus facile de lui poser un collet afin de l'attraper. Après des heures d'attente, faute de crocodile, il capture un des insectes volants les plus rapides au monde. C'est un exploit, car le Sphinghidae peut atteindre une vitesse de 55 km/h. Brian, demain, quand on va lui donner ces insectes, il va devenir dingue. Au moins, ils ne rentreront pas les mains vides au campement. See you in an hour. Morning, guys. Morning, how you doing? Good. Richard et Vince se sont levés toutes les heures pour scruter le lac, sans succès. Ils sont déçus, mais pas question d'abandonner. Ils reviendront chaque nuit jusqu'à ce qu'ils trouvent le fameux reptile. Oh, excellent, excellent. Voilà, c'est excellent. Regardez-moi cette tête. Alors, cet animal a probablement passé les 2 dernières années sous terre. Et à cause des pluies, il est sorti en rampant. Et il a éclos en quelque sorte. Ils sont comme des chenilles. Ils subissent une métamorphose totale. Ils sont très différents quand ils sont jeunes. Ils ont une espèce de trompe qui leur permet de sucer. Ils extraient les sucres des arbres et des racines, et puis ils deviennent adultes. Et on se demande souvent ce qu'ils mangent en tant qu'adultes. Bien, manger intéresse peu les insectes adultes. Ils ne pensent qu'à se reproduire, en fait. Brian a consacré sa vie aux insectes. Il place beaucoup d'espoir dans cette expédition, car il n'a jamais eu accès à cette région isolée de Madagascar. Viens voir. Regarde-moi ça. Allez, on va se marrer. Non, t'inquiète, t'inquiète, je vais pas creuser sous ta tente. Ils sont juste là, wow! Ça, c'est un grand soldat. Pour l'identification et la description de l'espèce, il nous faut un soldat. Les ouvrières sont souvent faciles à trouver, mais là, on a un soldat. Ok. On va chercher d'autres fourmis. Brian a découvert à lui seul plusieurs centaines d'espèces de fourmis. Un nombre impressionnant. Les insectes représentent en effet les 2/3 des espèces animales de la planète. Bon, si je disparais dans un trou, tu préviendras les autres, hein. Tanguy et Jean Robertin ont déjà recensé 8 espèces de poissons dans les eaux du Macaï, mais aucune spécifique à cette région. Ils poursuivent donc leur traque dans des milieux de plus en plus hostiles et difficiles d'accès. Les poissons d'eau douce sont rares et très menacés à cause de la déforestation. Elle accélère les phénomènes d'érosion, ce qui provoque l'ensablement des petits cours d'eau dont ils ont besoin pour se reproduire.
Jean, j'en ai un. Ça y est, Tanguy. On est récompensé, hein. C'est un mâle adulte là, hein. On a un mâle adulte. Il ne faut pas qu'il saute. Non. Voilà. Il est quand même nettement plus coloré que la femelle. Ah ouais. C'est plus des couleurs dans les tons vert, bleutés en fait. Il y a du bleu en fait au niveau de la dorsale. Après plusieurs jours de recherche soutenue, Tanguy et Jean viennent enfin de découvrir une nouvelle espèce de Pachypancax, des petits poissons d'eau douce très rares. Il y a pour le moment en tout cas 6 espèces décrites à Madagascar et ça c'est la 7e. Cette espèce à peine découverte, parce qu'on vient de la découvrir, est déjà extrêmement menacée. On pense qu'on a découvert en fait une population relique d'un poisson qui avant était beaucoup plus répandu sur le Macaï. Et en fait les vertébrés les plus menacés de Madagascar sont les poissons. Et même nous autres scientifiques, on a mis du temps à le découvrir. Il y a 10 ans, on considérait qu'il y avait très peu de poissons à Madagascar, peu d'espèces. On s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas prospecté simplement, purement et simplement. Il y a plein de zones isolées comme le Macaï à Madagascar où les gens ne sont jamais venus faire des relevés. Quatrième soirée de capture pour Vince et Richard. Décidés à ne pas perdre la face, ils s'aventurent sur le lac la nuit, au mépris du danger. Oui, ça fait du bien, vous savez. On a enfin quelque chose, un échantillon. De l'ADN, c'est de l'ADN. Ce genre de région comme Madagascar, c'est une île complètement isolée. Et à l'intérieur de cette île, il y a d'autres sortes d'îlots cachés, d'autres niches écologiques. Il y a de bonnes chances qu'il y ait une forme de différenciation avec ce crocodile. C'est probable qu'il se soit adapté aux conditions spécifiques de Madagascar. On sait que le crocodile est important pour un système aquatique et que c'est un prédateur majeur. Il est essentiel qu'il survive. C'est une espèce indispensable. Je me sens responsable, d'une certaine manière, de faire passer le message aux gens, de les informer que tout en étant très important pour l'écologie et pour la nourriture, surtout pour ceux qui dépendent de la pêche, que le crocodile reste très dangereux. Les gens disent souvent qu'ils ont peur des crocodiles. Eh bien, c'est une bonne chose. Il faut avoir peur des crocodiles. Ils ont beau être très très forts, Vince et Richard, ils sont revenus avec un petit croco de 70 cm. Donc c'était très drôle, parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour ça.
Mais l'essentiel, c'était de connaître le type de l'espèce, vraiment, de ces crocodiles. Donc ça suffit d'avoir un petit crocodile de 70 cm. Évrard et son équipe en sont à la moitié de leur aventure. 3 semaines se sont écoulées depuis le début de l'expédition et les échantillons s'accumulent. Chaque jour, les chercheurs s'enfoncent un peu plus loin dans ce dédale de canyon. Grâce à des canaux gonflables, Évrard part avec une équipe réduite explorer une forêt isolée dans le centre du massif. Rainer Dolch est primatologue. Il est venu dans le Macaï pour traquer les appâts lémurs, de petits lémuriens mangeurs de bambou. Jusqu'à présent, ils ont surtout été repérés dans l'est de Madagascar, à 300 km d'ici. Depuis le début de ce projet, Évrard rêve de découvrir un nouveau lémurien. Il est persuadé que le Macaï protège encore une espèce inconnue de ces petits primates, qui seraient les gardiens de ce dernier Éden. Écoutez les cris aussi. Ils vont finir par crier. Pour le moment, il n'y a que des chants d'oiseaux et des grenouilles. C'est à peu près le bon habitat. Ils aimeraient bien ce genre d'arbres là-bas aussi. Si on en trouvait un ici, ce serait vraiment cool. Parce que ce serait le premier appât lémur trouvé dans cette région. Et un des premiers spécimens de ce qui pourrait être une nouvelle espèce. Believe could be a new species. « 28e jour d'expédition. Pendant 2 jours, Vincent et Brian ont vu des chauves-souris entrer dans une grotte, sans savoir comment l'atteindre. Enfin, ils viennent de localiser une entrée. Cette minuscule ouverture dans les rochers est le seul accès pour découvrir l'immense refuge de ces oiseaux de nuit. Tu passes là ? Je pense, oui. Waouh, c'est très profond. Les chauves-souris vivent la nuit et se dirigent dans l'obscurité grâce à leur sonar qui émet des ultrasons. Ceux-ci leur reviennent quand ils frappent un obstacle. Elles sont ainsi renseignées sur la distance et la nature de l'obstacle. Le jour, elles se reposent dans des grottes ou sous de grands arbres et sortent le soir pour se nourrir d'insectes. Wow, c'est magnifique. Elle est énorme, cette grotte. Écoute, on entend toujours les chauves-souris, on s'en approche. C'est fantastique. Très beau. On entend des trucs là.
Pour capturer une chauve-souris, il va falloir placer un nouveau filet. Il y a des chauves-souris qui volent là-bas. On va essayer de ne pas les déranger. Ça a l'air d'être un grand groupe. Il faut peut-être placer le filet là-haut. Et avec un peu de chance, on en prendra une ou deux. Après une journée d'attente dans la grotte, Vincent capture deux espèces différentes de chauves-souris. L'une d'elles est peut-être nouvelle. L'Automops madagascarensis, alors ça c'est super, parce que c'est vraiment une espèce spectaculaire. Ça fait partie des bêtes que j'avais envie d'attraper en venant ici, de me dire « Ah ouais, il y a ça là-bas, ça j'aimerais bien voir ça ». Sortant des maillotants du filet, se dire « Ouais, Automops madagascarensis, avec ses grandes oreilles qui tombent sur le museau, là, un truc fabuleux ». Et puis après, en se baladant un peu dans la cavité, en démontant le système, en explorant un peu, eh ben, on a vu à 3 reprises cette petite chauve-souris toute rousse là. Alors ça, moi, ça m'a vraiment branché. Ça, c'est les myotis. Regarde ça. Ça est très joli, quoi. Ah, c'est beautiful. Toute rousse. Cette chauve-souris est vraisemblablement une myotis. Vincent est intrigué par son poil roux. T'as vu un peu comme c'est joli l'insertion des poils et du patagium? Qu'est-ce qu'il a là, justement? Elle semble bien différente des autres myotis déjà décrites. Mais c'est seulement l'analyse ADN effectuée au retour de mission qui permettra aux chercheurs d'en avoir le cœur net. Rainer et son assistante Tiana ne renoncent toujours pas à trouver un appât les murs. Il aperçoit une tige de bambou entamée par un animal, probablement un lémurien. La magie, soudain. Toute une famille d'appâts-lémurs surgit de la falaise. Tiana découvre des excréments tout frais. Il va les prélever et les soumettre à un test ADN afin de connaître leurs origines. Cette rencontre est un succès pour Rainer, qui va pouvoir affirmer désormais que des appâts-lémurs vivent dans cette région isolée. Une preuve qu'autrefois la forêt recouvrait intégralement l'île de Madagascar, permettant aux animaux de circuler librement. Salut Evra. C'était une grosse journée. Top là. On l'a trouvé. Ouais, c'est fait. Juste là-haut, dans le deuxième canyon, près du lac. Incroyable. Cette expédition, elle est vraiment née d'un feeling, quoi, d'une intuition ou d'une envie de voir le massif comme un trésor, quoi. Mais c'était très personnel. Donc maintenant, en voyant l'enthousiasme de tous ces scientifiques, tous ces chercheurs, en voyant toutes leurs découvertes tous les jours, je me dis que j'ai eu raison de les emmener là.
C'est cool, n'empêche, hein, que t'en attrapes dans les pièges, parce que ça, c'est le truc, je pense, j'aurais vraiment galéré à en attraper. Parce que sinon, sur le patron dorsal, tu vois, ça se ressemble quand même pas mal. Ouais. Aïe, 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 aïe. Allez, faut lâcher maintenant. Allez. Vous n'avez pas un morceau de viande, Viviane? Allez, maintenant, faut lâcher. Ah, ouais. Ah. Après avoir visité les sites que j'avais repérés sur les images satellites, nous voulons profiter de la semaine qui nous reste pour explorer des coins plus reculés. Malgré des découvertes déjà exceptionnelles, je reste persuadé que le Mackay n'a pas encore révélé tous ses secrets. Dès le lendemain, Eric découvre un site fossilifère. Oh là là là. Ça y est, j'ai brisé la pointe. Wow, 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 wow. Oh, dis donc, regarde ça, regarde ça. Oh. Mais écoute, c'est un gros os, il est court, on dirait un hippopotame. Les derniers hippopotames auraient été exterminés à l'arrivée de l'homme sur l'île, au début de notre ère. Il y a des dents là. Attends, je vais le poser délicatement là. Eh ben dis donc, ça y est, jackpot. Regarde non, ça. C'est pas des dents, c'est presque des défenses. Ça c'est typique. Tu vois l'angle d'usure de la dent là, ici. Voilà, et bien ça c'est de l'hippopotame. Et oh, c'est fantastique. J'en connais un qui va bien dormir. Ah oui, ce soir, c'est du bonheur. Je sais pas ce que c'est ça. Ça vient. Oh, joli. Oh non, c'est du croco. Oh, c'est un croco en plus. Oh, mais c'est du croco, dis donc, regarde. Oh là là, c'est du croco. Oh, oui, c'est un serpent, hein. C'est un serpent mythologique. Ouais. Oh, regarde les dents. Le serpent mythologique, comme l'appellent les Malgaches. S'agit-il de l'espèce disparue que Vince et Richard cherchaient à capturer? Les deux gros habitants des rivières ici, bah, c'est le crocodile et l'hippopotame. Là, on est en train de reconstituer tout le biotope d'une époque, comme ça, en quelques secondes, et c'était il y a quelques centaines d'années. Il suffirait qu'il y ait une énorme crue, tu vois, avec, qui draine énormément de boue. La boue arrive subitement dans un goulet comme celui-là, tu vois, très étroit. Ouais. Tous les animaux qui s'y trouvent peuvent se retrouver instantanément recouverts. Je ne parle pas d'un tsunami, mais tu vois, quelque chose de vraiment violent. Ouais. Et à ce moment-là, ça a mis tout le monde d'accord. Hein. C'est pour ça qu'on les retrouve ensemble. Ouais. Des siècles plus tard, les hommes ne sont toujours pas à l'abri des crues soudaines dues aux orages. Les scientifiques ont oublié qu'il était dangereux de s'attarder dans les canyons au-delà de 16 heures. Ils ignorent encore la puissance de ces tempêtes qui ravagent tout sur leur passage. Alors ça, c'est une espèce que j'avais pas encore eue et je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir regarder. Il y a peut-être une Blue Mercia. Hop. Je la vois pas. Elle est sur la palme. Of course, my fault, I left my raincoat. Le niveau d'eau ne cesse de monter et tous les membres de l'équipe ne sont pas rentrés. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri. Des cantines et des sacs sont déjà partis à la dérive. Ce serait une catastrophe si on perdait nos précieux échantillons. Enfin, je sens qu'il y en a quelques-uns qui se sont demandé pourquoi on avait mis le campement là. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement le choix. Hein. On est dans une zone où on est forcément au fond du canyon, donc sinon il faut grimper tous les jours plusieurs centaines de mètres pour arriver à se mettre à l'abri. Et il fallait juste accepter qu'on puisse se prendre une crue, et ça n'a pas manqué. Est-ce qu'il y a des pelles quelque part? Heureusement, les dégâts sont limités et l'équipe est au complet. Si plusieurs sacs ont été emportés dans la crue, les échantillons ont pu être épargnés. S'il y avait par exemple moyen de protéger cette tente-là, ça serait bien.
Le camp était complètement inondé, littéralement noyé sous une vague d'eau. Toutes les tentes commençaient à se déplacer, des trucs flottaient partout. J'ai ouvert ma tente et j'ai vu des chaussures passer devant moi. C'était le chaos. Tout le monde courait comme des fous. J'ai vu un mec, c'était absurde. Il courait à droite et à gauche sans raison parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec cette pluie. Mais elle te rappelle où tu es et qu'il n'y a pas de service d'urgence, pas de prévision météo et qu'il n'y a personne pour te dire que ce genre de choses peut arriver. On réalise où on est et on se rend compte à quel point l'environnement est extrême. Et c'est un vrai rappel à l'ordre. Dans 3 jours, l'expédition s'achève, et aucune trace d'une nouvelle espèce de lémurien. Persuadés qu'ils se cachent dans le massif, Brian, Evrard et le botaniste Jackie Andriantiana partent vers un des coins les plus reculés du Mackay, repérés sur les images satellites. Rafting, rappel, escalade, tous les ingrédients de l'aventure sont réunis. Cette zone est tellement inaccessible que je reste convaincu que nous trouverons un écosystème totalement préservé. Un refuge coupé du monde qui cache peut-être de nouvelles espèces. « 90% de la forêt primaire de Madagascar a totalement disparu. Les feux de brousse ont fait des ravages jusqu'aux confins du Mackay. Il aura fallu plusieurs heures de marche sur des crêtes vertigineuses et des plateaux désertiques avant de rejoindre cet écrin de verdure improbable. Oh, easy does it. Oh, nice. Holy cow. Tu penses qu'on peut descendre? Bien sûr qu'on peut descendre. Il faut qu'on descende. C'est dingue de trouver ça ici, au milieu de nulle part. Tu veux y aller? Allons-y. J'ai très envie de descendre, moi. Là-dedans? Ouais. Allez, Jackie. On y va, allez. Tu t'approches du sol? Encore 10 mètres. Je suis dans la canopée. You make it look so easy. A bit left.
Et voilà, bienvenue au paradis. C'est complètement vierge ici. Combien de fois dans une vie tu vas dans un endroit vierge où personne n'a jamais mis les pieds? On croit souvent qu'on est les premiers, et c'est faux. Mais là, c'est sûr, on est les premiers. C'est tellement beau. You got it. Excellent. Waouh, c'est magnifique. Je suis déçu qu'on ne trouve pas de lémuriens. J'étais presque certain qu'on en trouverait dans ce petit endroit. Un petit écosystème comme celui-là. Peut-être qu'ils viennent et puis qu'ils repartent. Ah, je suis pas sûr. Tu penses qu'ils peuvent marcher aussi loin pour atteindre une autre forêt? À une telle distance? C'est possible. Je pense en fait que... Nous, on les croit sédentaires, mais ils migrent. Ils vont d'un canyon à un autre, c'est comme ça qu'ils se dispersent. Holy cow. Did you know this was here? No. C'est encore plus grand à l'intérieur. Wow, c'est énorme. Wow. Ah, beautiful. C'est comme entrer dans une cathédrale. Ça continue en fait. Par là. Ça continue? Just. Okay. Je sais pas comment Evrard est passé par là. Une journée entière pour arriver ici, et nous ne trouvons rien. Durant ce séjour, j'aurais appris à accueillir ce que la nature m'offre, sans lui imposer mes désirs. Retour dans le monde des plantes. C'est le monde perdu. Ça, c'est un tronc génial pour les fourmis. Quand il est humide comme ça, il tombe en miettes. Et il y a des termites. Je cherche une fourmi particulière, une mystrium. Et pourquoi pas un scorpion? Ou un scorpion. C'est comme une fenêtre sur leur monde. Un microcosme de vie et de décomposition. Tu vois rien, toi? Tu passes, des troncs pourris, t'en vois plein, mais lui, il en voit un, et c'est celui-là. Il saute dessus, il le caresse, il le sniffe, il le renifle. Sens-le. C'est du canarium, je pense. Je trouve ça fort d'avoir autant de passion, autant d'énergie à mettre sur des petits êtres tellement petits qu'il y en a certains qu'on est incapable de voir à l'œil nu, quasiment, ils font moins d'1 millimètre. Se rendre compte qu'il y a certes les beaux mammifères, les dauphins, les baleines, les tortues qui font rêver, qu'on considère être les animaux emblématiques, mais à côté de ça, il y a des millions et des millions d'espèces dont tout le monde se fout, mais qui sont 100 fois, 1000 fois plus importantes pour la survie d'un écosystème, pour, grosso modo, la vie. Voilà, regardez-moi ça. C'est ça que je cherchais. C'est toujours comme ça. Juste avant de renoncer, on se dit, allez, un dernier coup d'œil. Il faut toujours un dernier coup d'œil. Chaque jour ici,
j'ai ramassé quelque chose de nouveau. Une nouvelle espèce de fourmi. Très belle luciole vient de passer. Attends, il y a un truc qui arrive. Oh, c'est intéressant ça, regarde. Celui-là, c'est une autre espèce. C'est un soldat. On l'appelle une ouvrière majeure. Allez, j'arrête de parler, je vais l'attraper. Pendant ce voyage, on a découvert au moins 5 nouvelles espèces de fourmis. La plupart des gens pensent à un taxonomiste. Ah, ces gens qui bossent dans les musées, avec plein de bêtes mortes, tout un entrepôt d'animaux morts. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. En tant que taxonomiste, il y a un truc vraiment cool qu'on peut faire. C'est de donner des noms aux nouvelles espèces. Donc, pour ces 5 nouvelles espèces, je dois réfléchir aux noms à attribuer. Évidemment, je vais en nommer une Macayensis. Je peux en nommer une en l'honneur d'Evrard. Parce que, vous savez, c'est grâce à lui que j'ai pu venir. Donc, ça donnerait Evrardi. Je devrais appeler celui-là Serapakis Evrardi. Ce serait bien, non? C'est fourmi, quoi. L'expédition touche à sa fin. Et les scientifiques pensent déjà avoir découvert plus de 80 nouvelles espèces animales et végétales confondues. Le Macaï, c'est vraiment ça. Ce sont des zones refuges complètement isolées où on peut s'attendre à ce que la vie ait pris une forme légèrement différente. Donc on va donner un nom sur un truc nouveau. On va dire, voilà, ça c'est ça existe, c'est là-bas. À partir de là, ça existe. À partir de là, on va y faire attention en termes de conservation, en termes de gestion. Après avoir mis en lumière l'immense variété de la biodiversité du Macaï, Evrard et son équipe aspirent désormais à préserver cette richesse. Une urgence lorsque l'on sait que 130 espèces animales et végétales disparaissent chaque jour sur la planète. En tant que scientifique, ce qu'on fait peut être perçu comme cruel. On est sur le terrain, on capture des animaux pour les étudier, mais je pense que c'est un moyen de sauver ce qui est là, en donnant une voix aux insectes, en étant porte-parole de la nature, là-bas dans nos villes, et en sensibilisant les gens au monde qui les entoure. La nuit, tu peux en voir beaucoup dans le coin. Bon, je pense qu'on va lui donner un autre endroit pour marcher. Je me sens une obligation de faire connaître tous ces insectes pour veiller à ce qu'ils ne soient pas oubliés. Plus nos villes grandissent et plus la vie s'accélère, plus on s'éloigne de ces sensations qu'on a trouvées dans le Macaï. À la veille du départ, les scientifiques ne se résignent pas à quitter le Macaï. Cette nature fascinante semble les avoir envoûtés. Donc un bilan très positif sur cette expédition. Et puis il va falloir rentrer, reprendre la vie entre guillemets normale. Et puis garder dans un petit coin de sa tête toutes ces belles rencontres humaines, ces beaux paysages, ces belles découvertes. Et alors, t'as pas de parasites, toi? Ben, je me demandais ici, dans les replis de sa peau. C'est le boulot et puis c'est l'aventure humaine aussi. Et rencontrer tant de gens géniaux en si peu de temps, c'est rare. On aime tant ces animaux. En 12 ans de travail, personnellement, j'en ai capturé environ 4000. Et j'ai regardé ces 4000 retourner dans la forêt. C'est une grande fierté, ça, de savoir que, malgré le danger, et malgré parfois le côté invasif de notre travail, savoir que l'on va rendre ces animaux à la forêt. Et que d'autres scientifiques pourront les étudier. Et surtout, si des gens viennent ici en voyage, ils auront le plaisir d'observer ces lémuriens en liberté. Il va rester là, tranquille, à nous regarder.
bah dis donc. T'as vraiment envie de la caresser en plus. C'est joli, hein? Ah ouais, elle est adorable. Voilà, une des plus grandes chauves-souris du monde. Celle-là, on est à une envergure d'1,20 m quand même, ce qui fait quand même une jolie petite buse, quoi. Bon, on va la relâcher. Comment t'expliques ça? Quand tu rentres et que tout le monde te pose des questions sur le voyage, c'était comment, etc. Je n'ai pas la moindre idée comment je peux même ne fût-ce que commencer à décrire cet endroit. La diversité d'ici, ce patrimoine culturel, doit être reconnu comme un lieu d'une beauté sacrée, d'une grande importance biologique. Un lieu où les gens peuvent vraiment se connecter à la nature. Si on ne fait rien, cette diversité s'amoindrira d'année en année. Puis, pouf, elle disparaîtra. Maintenant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour que ce massif soit protégé. C'est quand même ça mon rêve. Donc il va encore falloir faire quelques nuits blanches, quelques mois ou quelques années de travail intense, mais je suis sûr que ça va marcher maintenant. Je suis sûr que ça va marcher. Et c'est génial. C'est génial. Et j'ai pas envie de partir. Le Mackay se referme sur son mystère. Même si les chercheurs emportent des centaines d'échantillons de plantes et des prélèvements ADN, de nouvelles découvertes pour la science et du travail pour quelques années. Pourtant, cette terre hostile ne semble pas faite pour les hommes. Elle les a recueillis, a dévoilé un peu de ses secrets. Mais les scientifiques restent au service d'une nature qui ne se donne que lorsqu'elle le décide. Les hommes partent. Et le Mackay retrouve enfin son silence de vie sauvage.